Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Al Wataniya. Nous sommes le mardi 19 novembre 2013. Les titres de ce journal. Les relations entre Bamako et Nouakchott sont au beau fixe selon le président Ibrahima Boubacar Keïta. Une double explosion près de l'ambassade d'Iran à Beyrouth, bilan 2 morts et près de 150 blessés. Ouverture à Koweït City du sommet arabo-africain. Et puis l'invité de ce journal sera Madame Fatimetou Ment Abdelmalik, candidate UPR à la mairie de Tavarzena. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Il n'y a pas de différent entre le Mali et la Mauritanie, a déclaré aujourd'hui en marge du sommet arabo-africain de Koweït City au correspondant de Sahara Media, le président malien Ibrahima Boubacar Keïta. Il n'y a pas le moindre différent entre le Mali et la Mauritanie. Tout ce qu'il y a, ce sont des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage, a ajouté le président malien. Notons par ailleurs que les chefs d'État de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du Mali se sont réunis ce matin en marge du sommet du Koweït pour discuter de la stratégie de développement du Sahel proposée à ces pays par les Nations Unies. Au terme de cette rencontre, les présidents Mohamed Ould Abdelaziz et Ibrahima Boubacar Keïta se sont retrouvés pour discuter de l'avis du ministre malien des Affaires étrangères, M. Déby Ould Sidi Mohamed, des voies et moyens de dissiper tout malentendu entre Nouakchott et Bamako. Place maintenant à notre invité. Il s'agit de Madame Fatimetou Ment Abdelmalik, candidate UPR à la mairie de Tavarzena. Bonsoir Madame Fatimetou et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Abdelmalik, comment se déroule votre campagne? Je pense que la campagne se déroule plutôt bien. Donc il y a un climat de convivialité, de démocratie qui règne durant cette campagne. C'est l'appréciation que j'ai moi de cette campagne. Je pense que les choses se déroulent bien. Et quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? Moi je crois que j'ai beaucoup de chances. Égard à mon bilan déjà, les échos que j'ai de mes administrés, de mes citoyens, je pense que les citoyens de Tavarzena veulent bien que la continuité des services se fasse, de préserver ce qu'on a pu réaliser et de continuer de renforcer davantage les différents axes de notre programme. Et Madame Fatimetou, avez-vous un petit message à adresser à vos militants et sympathisants? Très bien, moi je pense que si toutefois les habitants de Tavarzena veulent bien l'instauration d'un dialogue franc et constructif entre les citoyens et la commune, leurs élus notamment, si les citoyens veulent bien que la continuité du service s'instaure, si les citoyens veulent bien que la prise en charge des malades indigents se fasse, si les citoyens veulent bien qu'on appuie les jeunes, si les citoyens veulent bien qu'il y ait une image avenante de notre capitale, parce que j'appelle Tavarzena la capitale de la capitale, si les citoyens veulent bien que nos rues, nos avenues soient embellies, si les citoyens veulent bien qu'il y ait un assainissement moderne, il faut nécessairement voter Fatimetou Ment Abdelmalik le 23 novembre 2013, voter la candidate de l'UPR. Et voilà le fameux cheval qui est sur notre logo. Merci beaucoup, Madame Fatimetou, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes la candidate de l'UPR à la mairie de Tavarzena. À Nouakchott et à l'intérieur du pays, les partis engagés dans les élections multiplient les meetings et les veillées électorales pour la conquête des électeurs. La campagne électorale, c'est aussi des déclarations par-ci, par-là, des ralliements, des défections, des renoncements et parfois des dérapages. Le journal des élections avec Ndissa Ossidi. Mon soutien à l'Union pour la République ne peut être interprété comme un alignement de la justice à un camp politique quelconque
Pour la simple raison que je ne suis pas le président des magistrats, mais tout simplement une personnalité du système affilié à l'UPR. C'est en substance ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zeine, lors d'une veille électorale organisée hier soir à Guérou, wilaya de la Saba, par le parti au pouvoir. M. Sidi Ould Zeine a tenu à rappeler, par la même occasion, qu'il ne peut accorder sa confiance à un militant de l'UPR qui quitte sa formation pour rejoindre la formation, le parti du sursaut. Tout militant qui n'apporte pas son soutien au candidat du président, une allusion à un candidat de l'UPR, peut se targuer de soutenir le président lui-même. Parmi les militants du parti du sursaut, conclut le ministre de la Justice, on retrouve des éléments infiltrés de l'opposition. Le parti de l'unité et du développement poursuit sa campagne dans la Mourata d'Amorouj, où il espère réaliser un bon score. Une mission de cette formation politique conduite par son président, Hamadi Ould Khatri, actuellement en tournée dans le Hod al-Sharqi, entend se rendre très bientôt à Nima pour rencontrer les militants et les sympathisants du parti. Le candidat du parti du sursaut à la mairie de Guérou, M. Mohamed Abdallah Ould Sidi Elimine, s'est retiré de la course municipale au profit du candidat de l'UPR, Dr Beitallah Ould Mohamed Leswed, et annoncé son ralliement au parti au pouvoir. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la coordination de l'opposition démocratique a déclaré que la ville de Chami n'est autre qu'un point de territoire balayé par les vents. Il s'agit là, dit la délégation, qui a observé ce matin un arrêt à Chami et visité les lieux d'une preuve matérielle du gaspillage du denier public. Seuls les diables oseront s'aventurer dans cet endroit pour voter. Chami n'étant qu'une ville fantôme est un témoignage éloquent de la volonté du pouvoir de truquer les élections et de se jouer de la démocratie, a dit un membre de la délégation avant de reprendre la route pour Nodibou. Les élections du 23 novembre risquent d'approfondir davantage la crise politique qui sévit en Mauritanie, a confié au site d'Eiloul le président du parti Adel et ancien premier ministre, M. Yahya Ould Ahmed Ould Waqf. M. Waqf appelle le président de la République à prendre l'initiative de convoquer aussitôt après les élections les différents acteurs de la scène politique pour un dialogue devant aboutir à l'organisation des prochaines élections présidentielles et au règlement de la crise politique. L'ancien Premier ministre a rappelé que son parti n'a pas participé aux élections, désapprouve la volonté de la CODE de faire échouer le processus électoral, adhère aux idées contenues dans la feuille de route du président du MPR, le Dr Khan Hamidou Baba. Arza enfin, deux candidats aux élections, M. Mohamed Ould Ahmed Ould Kerim, candidat de Wassoul à la députation de Rosso, et M. Sidi Jara, le candidat du parti Elwiam à la mairie de Rosso, été agressé aujourd'hui par des inconnus. M. Mohamed Ould Ahmed Ould Kerim a été roué de coups et injurié par de groupes inconnus. Il a fui aussitôt après son forfait. Le groupe d'inconnus s'en est pris à la voiture du candidat Sidi Jara, brisant dans la foulée les vitres et endommageant la voiture à coups de pierre et de cailloux. Sont là, à notre connaissance, les premiers actes de vandalisme enregistrés depuis le lancement de la campagne le 8 novembre courant. Le journal de la campagne signé Dessa Sidi, l'Observatoire national des élections a organisé aujourd'hui au Palais des Congrès une formation sur les superviseurs qu'il entend déployer lors des scrutins du 23 novembre 2013. L'Observatoire a confirmé sa disponibilité à participer dès à présent à la supervision des élections et affirmé avoir dépêché des représentants à l'intérieur du pays. Donc, je vais me retraduire en étant très bref. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous ici à la table le président du forum de la société civile, la plateforme de la société civile qui comprend toutes les ONG actives, j'espère, sur le territoire mauritanien. Donc, il est important qu'il soit là et on lui réserve une place à part. C'est ainsi que je n'ai pas voulu signaler sa présence au début, parce qu'il mérite qu'on dise quelques mots pour lui à part. Et je puis vous assurer qu'il nous a apporté une aide précieuse dans tout ce que nous avons entrepris jusqu'ici. Et surtout, il a assuré de manière acharnée la défense de la participation active et la plus large possible de la société civile.
La création récente d'un observatoire national des élections est venue en réponse à une doléance des partis de la coordination pour l'alternance pacifique au pouvoir, c'est-à-dire des partis de l'opposition modérée engagés dans le processus électoral en cours. L'avènement de la téléphonie mobile a eu pour conséquence l'éclosion de toute une gamme d'activités qui fait aujourd'hui le bonheur des jeunes. Salif fait partie des milliers de jeunes vendeurs de cartes de recharge de téléphone qui apparentent à longueur de journée les artères de la ville de Nouakchott. Le reportage est signé Babacar Nam. La vente des cartes de recharge emploie de nombreux gens, même si le gain ne fait l'unanimité. L'avènement de la téléphonie mobile a eu comme avantage l'émergence d'une nouvelle gamme d'activités pour le bonheur des jeunes. Salif fait partie des milliers de jeunes vendeurs de cartes de recharge qui arpentent les voies de la capitale jour et nuit. Les gens qui vendent de 100%, parce que les gens, on est pauvres quoi. De quelqu'un qui n'a pas de moyens, tu ne peux pas prendre ça qui fait 100 000 euros. Donc ça c'est trop dur pour nous. Pour les raisons de Mourtel encore. Et d'autres là, il n'y a pas de problème. Le Mourtel c'est trop dur pour nous. On prend, on libre, il y a clients, tous les clients c'est pour le Mourtel. Mais les gens ont trouvé ici, les gens qui payent 100%. Non, on ne peut pas en vendre des cartes de gars. Si le bonus c'est fini, on reste seulement des clients un peu seulement, on gagne, mais il n'y a pas beaucoup. C'est ça qui est trop dur pour nous dans le marché ici. Ils ont choisi principalement les grandes artères ou les abords des feux tricolores pour proposer les cartes à des clients de passage. Le jeune Salif gagne entre 25 000 et 50 000 ouguiya par mois. Bon, en ce moment, on gagne par 50 000, par 25 000, par 30 000. Ça dépend du marché. Il y a des jours où on peut gagner 2 000, voilà, plus ça, peut-être 2 000 plus. Cela montre l'engagement et la détermination des jeunes Mauritaniens qui se battent pour une vie meilleure. L'enlèvement des ordures à Nouakchott, voilà un défi de taille pour les municipalités, un casse-tête pour les populations et un sujet de préoccupation pour les autorités sanitaires. Le reportage est signé Sid Ahmed Beylilatou. Nouakchott, ville propre. Une expression que nous lisons chaque jour sur des pancartes, dans des sites et sur des voitures de collecte des ordures de la société Draghi Transport, groupe Zorno. Chargée de la gestion des ordures et déchets de notre capitale depuis 2007. Malheureusement, Nouakchott vit toujours la même situation d'avant ou pire. À eux seuls, les efforts de la société Pizzorno, à elle seule, opération matinale et nocturne d'enlèvement des ordures dans les quartiers de Nouakchott ne parviendront pas à régler le problème. Sans la participation consciente et volontaire de la population à l'atteinte de ce noble objectif, tous les efforts de rendre la ville propre, de donner à Nouakchott l'image des grandes métropoles de la sous-région resteront vains. Des immondices éparpillés par-ci, par-là, des gravats à chaque coin de rue, des routes ensevelies par le sable, des flaques d'eau nauséabondes dans tous les quartiers, un terrain fertile pour le développement de toutes sortes de microbes, de bactéries et de germes aux conséquences désastreuses. Des carcasses de véhicules qui traînent devant les garages rendant la circulation impossible. Bref, un spectacle de désolation qui fait de notre capitale l'une des moins attrayantes du monde. Des solutions en profondeur s'imposent pour améliorer la qualité de la vie à Nouakchott, pour en redorer l'image. Impliquer toutes les communes dans la stratégie d'assainissement de la ville, décentraliser les opérations d'enlèvement des ordures, mettre en place des structures en charge de la gestion, du suivi et de l'évaluation permanente de la propreté de la ville. Voilà, entre autres, quelques idées, quelques axes de réflexion pour redonner à Nouakchott l'image d'une ville où il fait bon de vivre. De leur côté, les citoyens et les résidents étrangers, les industriels et les commerçants, les propriétaires d'élevage de cases et les ménages doivent contribuer par des comportements responsables et citoyens à la propriété de la ville. Place maintenant à l'actualité internationale que nous ouvrons par ce sommet arabo-africain qui s'est ouvert ce matin à Kuwait City en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement du continent. Notre pays est représenté à cette grande réunion par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, compte rendu de ses travaux de cette première journée avec Fofana Issa. Les chefs d'État arabes et africains
tiennent mardi un sommet à Koweït pour promouvoir les relations économiques entre les riches monarchies pétrolières du Golfe et l'Afrique en quête d'investisseurs. Ce sommet de 2 jours est le premier depuis 2010, date à laquelle les dirigeants des pays membres de la Ligue arabe et de l'Union africaine s'étaient réunis en Libye peu avant le printemps arabe qui a balayé des régimes autoritaires y compris à Tripoli. 34 chefs d'État, 7 vice-présidents et 3 premiers ministres ont confirmé leur présence au sommet auquel sont attendues des délégations de 71 pays et organismes. Les participants devaient approuver une série de mesures et de résolutions adoptées dimanche par leur ministre des Affaires étrangères et destinées à renforcer la coopération entre les 2 blocs régionaux qui comptent parmi leurs membres les riches monarchies pétrolières arabes et des pays africains parmi les plus pauvres au monde. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Khaled Al-Sabah, a indiqué que le sommet placé sous le thème « Partenaires pour le développement et l'investissement » devrait discuter de la possibilité de créer un marché commun afro-arabe pour une population de quelque 1,2 milliard d'habitants. Les participants au sommet doivent se concerter également sur les moyens d'accélérer le flux de capitaux vers l'Afrique, qui a un énorme potentiel mais qui souffre d'un déficit aigu d'investissement. Selon la Banque mondiale, l'Afrique a besoin d'environ 30 milliards de dollars à investir dans les domaines de l'énergie et de l'électricité. L'Afrique a enregistré une croissance de 5% en 2012, d'après le Fonds monétaire international FMI. Ce taux devrait légèrement baisser cette année à 4,8% avant de rebondir à 5,1% en 2014, selon les prévisions du FMI. En outre, le sous-sol de l'Afrique recèle 12% des réserves mondiales de pétrole et 42% des gisements d'or. La récente découverte de grandes quantités de gaz naturel au large des côtes est de l'Afrique confirme l'importance économique du continent. Pour leur part, les monarchies pétrolières du Golfe comptent des avoirs de quelques 2000 milliards de dollars accumulés à la faveur des cours élevés des bruts et placés en grande partie aux États-Unis et en Europe. Notons pour conclure ce dossier qu'à l'ouverture de ce 3e sommet ce matin, l'émir du Koweït a annoncé que son pays allait consentir d'ici fin 2018 $1 milliard de prêts à faible taux d'intérêt à des pays africains. Au Moyen-Orient, la violence est de retour avec cette fois-ci un double attentat suicide ayant visé l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Bilan 22 morts et 148 blessés. L'attentat a eu lieu au sud de la capitale libanaise dans un secteur contrôlé par le Hezbollah. Un groupe islamiste lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque. Le dossier est signé Nessa Ossidi. Le Liban a été frappé à nouveau par un attentat sanglant ce mardi. 2 explosions successives ont frappé l'ambassade d'Iran à Beyrouth, faisant au moins 22 morts selon un dernier décompte et plus de 120 blessés. En outre, l'attaché culturel de l'ambassade iranienne a péri dans l'attaque, indique une source gouvernementale. Cheikh Ibrahim Ansari entrait dans les bâtiments de l'ambassade quand l'explosion s'est produite. Il aurait été grièvement blessé puis est décédé à l'hôpital. Un groupe lié au réseau terroriste d'Al-Qaïda, les brigades Abdallah Azam, ont revendiqué le double attentat suicide sur Twitter. Les brigades Abdallah Azam sont responsables de l'attaque contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth, dit le cheikh Sirajuddin Zakrat, un porte-parole du groupe sur le réseau social. Il s'agit d'une double attaque pour laquelle 2 de nos héros des sunnites du Liban sont tombés en martyrs, a-t-il ajouté. Les opérations vont se poursuivre jusqu'à ce que le parti d'Iran, le Hezbollah, retire ses combattants de Syrie, écrit-il encore, tout en exigeant aussi la libération de ses partisans des prisons au Liban. Les 2 explosions se sont produites peu avant 8 heures dans le quartier Djenar, dans le sud de Beyrouth. Selon l'armée libanaise, un kamikaze a été l'origine d'une première déflagration devant la façade de l'ambassade et une voiture piégée conduite par un autre kamikaze a explosé quelques minutes plus tard, 2 bâtiments plus loin. Ce n'est pas la première fois que le Hezbollah est visé par les attentats depuis le début de l'année. 2 attentats ont fait plusieurs dizaines de morts l'été dernier également dans la banlieue sud de Beyrouth. Tout cela sur fond de crise syrienne, car au Liban, les groupes sunnites les plus radicaux reprochent au Hezbollah d'être intervenu directement dans le conflit syrien, en engageant des troupes pour soutenir Bachar al-Assad. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Sid Ahmed Beylilatou. Des centaines d'Égyptiens opposants et partisans de l'armée se sont fait face aujourd'hui au Caire et brièvement lancé des pierres au jour anniversaire des manifestations contre les militaires alors au pouvoir réprimés dans le sang il y a 2 ans. La plupart des manifestants étaient venus commémorer le 19 novembre 2011, premier jour d'une semaine sanglante durant laquelle une quarantaine de manifestants hostiles au pouvoir intérimaire de l'armée après la chute de Hosni Moubarak avaient été tués par les forces de l'ordre au bord de la place Tahrir. Plus de 3000 blessés. Plus de 3000 personnes avaient été blessées.
Hier, le gouvernement de transition installé par l'armée le 3 juillet, la destitution et l'arrestation du président islamiste Mohamed Morsi avait inauguré en grande pompe un mémorial des martyrs sur la place Tahrir. Les partisans de Morsi, premier président démocratiquement élu en Égypte, cible d'une répression sanglante depuis sa destitution, n'avaient pour leur part pas appelé à manifester ce mardi, comme ils le font pourtant quotidiennement depuis le coup de force des militaires. Les magistrats tunisiens ont débuté ce mardi une grève générale de 2 jours pour dénoncer l'ingérence du pouvoir dirigé par les islamistes d'Ennahda dans les affaires de la justice. La grève est menée à l'appel du syndicat des magistrats tunisiens et du Conseil national de l'association des magistrats tunisiens. Le 14 novembre, les magistrats avaient déjà mené une grève de 2 heures pour protester contre l'ingérence des autorités dirigées par le parti islamiste Nahda au pouvoir depuis octobre 2011. Les organisations professionnelles critiquent depuis l'année passée les nominations et mutations jugées abusives aux partisanes. 16 personnes ont été tuées ce matin dans l'attaque suicide puis l'assaut par un commando d'islamistes Chebab contre un poste de police de Beledweyne, ville de garnison du centre de la Somalie, selon un haut responsable militaire somalien. Le chef du poste de police attaqué, Ishaq Ali, a de son côté affirmé que l'ensemble du commando avait été éliminé, sans préciser le nombre d'assaillants. La force de l'Union africaine en Somalie, dont un contingent djiboutien est stationné à Beledweyne, et se contentait de fermement condamner l'attaque sans évoquer la présence ou l'absence de victimes au sein de ces troupes. Beledweyne est située à une trentaine de kilomètres de l'Éthiopie. Elle est un des principaux points d'entrée en Somalie des troupes éthiopiennes qui participent depuis novembre 2011 au combat contre les islamistes somaliens Chebab. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin votre journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous a permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter comme chaque soir, tout de suite, le rappel des titres. Les relations entre Bamako et Nouakchott sont au beau fixe selon le président Ibrahima Boubacar Keïta. Une double explosion près de l'ambassade d'Iran à Beyrouth, bilan 2 morts et près de 150 blessés. Ouverture à Nouakchott City du sommet arabo-africain. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Wataniya. Très bonne soirée à tous.